Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui au Centre culturel marocain Dar El Maghrib à l'occasion de cette 3e conférence de notre programmation en ce mois de mars pour célébrer la femme. Nous avons aujourd'hui le grand honneur de recevoir une grande figure féministe marocaine très emblématique. Il s'agit, mesdames et messieurs, de la sociologue Soumia Naaman Guessous. Après avoir donné vendredi dernier une première conférence sur la sexualité en islam à l'Université Concordia, en collaboration avec l'Association des étudiants marocains de Concordia, Madame Soumia Guessous animera aujourd'hui une conférence sur l'évolution de la société marocaine et son impact sur la relation homme-femme. Même s'il n'est nul besoin de présenter notre illustre conférencière, je dirai tout de même quelques mots à son sujet, car difficile d'être exhaustif en ce qui concerne son parcours. Militante féministe marocaine, Madame Naaman Guessous est sociologue et enseignante à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Benmsik, Université Hassan II de Casablanca. Elle est aussi connue pour ses ouvrages et ses recherches sur les droits des femmes, les droits de la famille, la sexualité féminine et la condition sociale des mères célibataires. C'est aussi en grande partie grâce à son lobbying que nous devons les changements opérés en 2007 au niveau du Code de la nationalité marocaine, qui ont permis qu'une femme marocaine puisse transmettre la nationalité aux enfants issus d'un mariage mixte. Je rappellerai qu'il avait lancé à ce sujet, en 2001, une campagne pour dénoncer dans la presse les problèmes engendrés par cette situation. Ce changement est une avancée dans l'égalité hommes-femmes au Maroc. Aujourd'hui, c'est justement de l'évolution de la société marocaine et c'est retombé sur la relation homme-femme qu'il va nous parler. À travers son discours, nous aborderons donc la législation et le vécu. Et nous nous pencherons sur les réussites et les freins au développement de notre société. Avant de donner la parole à Madame Soumia Naaman Guessous, je souhaiterais rappeler que Centre culturel marocain Dar El Maghrib, nous fêtons, mesdames et messieurs, la femme tout au long de ce mois, à travers une série d'événements tenus sous le patronage du ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration. À ce titre, je tiens à remercier vivement l'ensemble de ses composantes de ce département, au nom du ministre, M. Abdelkrim Benatir, qui ne cesse de nous apporter son soutien indéfectible pour la réussite de notre mission. Dans le cadre de cette célébration du mois de la femme, 4 conférences, une exposition d'art plastique et 3 événements festifs ont été programmés pour ce mois de mars 2018. Nous avons démarré notre période de célébration de la femme le 3 mars dernier, avec une conférence débat hommage à la sociologue de grande renommée Feu Fatema Mernissi. Cette belle rencontre a drainé une assistance nombreuse et une pléiade d'intervenants. Le Centre culturel marocain a également abrité ce jour-là le vernissage de l'exposition d'art plastique de l'artiste autodidacte Madame Latif Amzhar. Le 17 mars dernier, nous avons accueilli en ces lieux pour une conférence l'auteure de l'ouvrage Musicienne du Maroc, Madame Rita Stirn-Wagner. Le 17 mars a été aussi marqué par la journée culturelle marocaine dans l'arrondissement de Bordeaux, quartier-ville, où la création féminine était mise à l'honneur. Les festivités du mois de mars 2018 se poursuivront, mesdames et messieurs, par la présentation de 2 shows. Ce soir même, ce sera la présentation d'un concert de la chanteuse Salma Rachid. Le 31 mars est prévue la tenue de la première édition du Montréal Kaftan Show avec la participation de talentueux stylistes de renom et d'illustres artistes marocains du monde de la musique. Le 31 mars sera aussi marqué par notre participation en tant que partenaire officiel à la Journée culturelle marocaine de Toronto, organisée par l'Association marocaine de Toronto.
Sans plus tarder, je donne la parole à Madame Soumaya Nouman Guessous et je vous souhaite une belle conférence. Je voulais juste souligner que la conférence sera modérée par Madame Rachida Mfadel. Bienvenue. Alors bonjour mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus nombreux pour notre chère Soumaya Nouman Guessous. Alors comme vous, je la lis depuis des années, comme vous, j'en entends parler depuis des années et nous sommes fiers d'avoir parmi nous une sociologue de renommée internationale. Alors Madame Soumaya Nouman Guessous est sociologue, professeure à l'université Hassan II Casablanca, experte consultante internationale, chroniqueur et également écrivain. Alors, elle est engagée dans la défense des droits de l'homme, des femmes, de la protection des mineurs, de l'assainissement de la relation homme-femme, des droits de la communauté marocaine à l'étranger et de la paix. Elle brise les tabous en écrivant des livres qui interpellent, des livres qui font dépasser les limites de soi. Parce que Madame Nouman Guessous nous interroge sur les relations entre hommes et femmes, les relations dans la famille, les relations beaucoup plus profondes et qui toujours sont dans le respect des personnes et de nos coutumes et de notre religion. Et ce que j'aime beaucoup aussi chez Madame Guessous, c'est qu'elle ne fait pas d'échelle de valeur entre les pauvres et les riches, entre les gens de la ville et les gens de la campagne. Elle nous interpelle tous dans une unicité. J'ai 3 enfants et tous les 3 lisent avec beaucoup de plaisir Madame Nouman Guessous. Alors, elle a écrit beaucoup de livres. Au-delà de toute pudeur, a été publié en 1988. Il en est actuellement à sa 20e édition et il s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Elle a écrit Printemps et automne sexuel, puberté, ménopause, andropause et vieillesse au Maroc, grossesse de la honte, écrit avec le docteur Guessous Chakib. Mère célibataire au Maroc. Elle a écrit également Les précarités au Maroc, concept et typologie. L'émigration clandestine des mineurs non accompagnés, la situation de la filière du tissage dans la région de Setat, vivre le changement, regard croisé sur le Maroc, des proverbes contre la corruption, nous les femmes, vous les hommes, les femmes dans le Maroc d'hier et d'aujourd'hui, vous les hommes, c'est pas juste, et le viol conjugal à pénaliser qui est coécrit avec son époux, le docteur Chakib Guessous. Elle a eu plusieurs distinctions. Médaille du mérite culturel par l'Institut Luso-Arabe de coopération du Portugal. Prix de la communauté et de la famille du Rotary Club International. Médaille du printemps des femmes. Nommé chevalier de la Légion d'honneur par le président de la République française en 2015. Prix Naji Naaman d'excellence pour œuvre complète au Liban en 2007. Prix de l'Académie française Arts, Sciences, Lettres en 2009. Décoré par Sa Majesté le Roi du Maroc du Wissam Alaoui du mérite national de l'Ordre du Commandeur. Et ce n'est pas fini, nous lui souhaitons beaucoup de succès dans toutes ses entreprises et longue vie. À vous, Madame Guessous. Bonjour chère assistance, bonjour mes amis, toutes les personnes qui se sont déplacées pour cette rencontre. Je suis vraiment ravie d'être là, dans ce temple de la culture, le temple de l'art marocain d'Al Maghreb. Je suis vraiment ravie d'être aujourd'hui parmi vous. Je remercie toute l'équipe qui a organisé cette rencontre et je suis ravie d'avoir été présentée par une dame que je respecte beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'estime, Rachida Mfadel. Et je voulais vous dire que waouh, c'est toujours sympa d'être présentée par les autres. Si je devais me présenter, j'aurais pas dit la grande, la ceci, ça fait du bien pour l'ego de la personne. Hein. Merci beaucoup. Alors effectivement, hier à Concordia, par une rencontre organisée par le Dal Maghreb et par l'association MSAC, il y a eu des jeunes Marocains de Concordia donc, qui ont organisé cette rencontre où nous avons parlé de la sexualité en islam. Et aujourd'hui, je vais vous entretenir donc de l'évolution de notre société et de son impact sur les relations hommes-femmes. Alors, je commencerai d'abord par dire ceci, pour mettre un petit peu les choses à leur place. Quand on parle d'évolution dans le cas du Maroc, ce n'est pas tellement exact, parce que l'évolution suppose qu'on passe d'une étape à une autre, sur une durée de temps assez étalée. Dans le cadre du Maroc, nous avons réalisé en l'espace de 60 ans et quelques, c'est-à-dire après l'indépendance du Maroc, à ce jour,
ça fait 56 à ce jour, ça fait 61 ans, 62 ans, nous avons réalisé en termes d'avancement, en 60 ans à peu près, ce que l'Occident a réalisé en plus d'un siècle et demi. Et donc, vous devinez que tout ça ne se fait pas sans contradiction, sans paradoxe, parfois sans douleur, sans heurte, parce que nous n'avons pas eu le temps de digérer l'avancement entre les différentes générations. Quand vous prenez la génération des grands-parents, la génération des parents et ces jeunes, ce n'est que 3 générations, mais on a l'impression que c'est des siècles qui les séparent. Et c'est pour ça que, très souvent, on va parler d'hypocrisie, on va dire que les Marocains sont schizophrènes, on va dire qu'on ne sait pas si on est moderne, si on est traditionnel. Et c'est une situation qui est vécue de façon chaotique, c'est sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une dynamique extraordinaire. Et moi, j'ai toujours dit, j'ai de la chance de vivre dans ce Maroc, entre le 20e et le 20e siècle, où il se passe une dynamique extraordinaire, qui peut être chaotique. Mais c'est sûr et certain, c'est une situation qui va amener la société marocaine vers une situation beaucoup plus stable et beaucoup plus satisfaisante. Un petit rappel, avant l'indépendance, l'homme et la femme n'avaient pas de raison d'avoir des conflits. Les rôles étaient clairement distincts. La femme était à la maison, elle se devait de travailler, elle se devait d'enfanter, avoir beaucoup d'enfants, et le mari était le pourvoyeur. Elle ne quittait pas la maison, mais c'était le mari qui ramenait le panier. Donc, les rôles étaient clairs et nets, distincts. Il n'y avait aucune raison d'avoir des problèmes. Et la femme était éduquée à être soumise à l'homme, et l'homme était éduqué à dominer la femme. Quoique là aussi, il faut apporter un petit peu de précision à ce niveau-là, c'est qu'on a l'impression que la société marocaine est une société purement patriarcale. En fait, c'est pas vrai qu'elle est patriarcale. Il y a un modèle. Les femmes sont conscientes du fait que l'homme doit commander. Elles le laissent commander. Mais en fait, c'est elles qui arrivent à influencer les plus grandes décisions. Hadith Loussada, je ne sais pas si vous savez ce que c'est Hadith Loussada, le discours de l'oreiller. Et dans nos sociétés, on a l'impression que c'est l'homme qui commande. Mais je vous assure que les mères sont très très puissantes. Pensez à vos mères, pensez à vos grands-mères, qui font faire à leur mari ce qu'elles veulent jusqu'à la rupture avec sa propre mère à lui. Parfois. Et donc, le milieu professionnel était exclusivement masculin. Le milieu, l'espace de la rue, l'espace public était exclusivement masculin. Mais donc, après l'indépendance, on va avoir des mutations sociales très très rapides qui vont être dues surtout à la sortie des femmes hors des cloîtres. C'est-à-dire qu'après l'indépendance, les parents ont compris que les filles doivent être scolarisées, ou en tout cas, il est facile de gagner de l'argent en envoyant leurs filles travailler. Et comme on a eu un exode rural très très important, dans les années 60, on était 75% de ruraux, aujourd'hui on est moins de 40%. Vous voyez? Donc il y a eu un exode très très rural qui a fait qu'on a exploité les filles dans le cadre du travail, dans l'agroalimentaire, comme petites bonnes, etc. C'est une situation désastreuse. Avoir beaucoup d'enfants et le mari était le pourvoyeur. Elle ne quittait pas la maison, mais c'était le mari qui ramenait le panier. Donc les rôles étaient clairs et nets, distincts. Il n'y avait aucune raison d'avoir des problèmes. Et la femme était éduquée à être soumise à l'homme, et l'homme était éduqué à dominer la femme. Quoique là aussi, il faut apporter un petit peu de précision à ce niveau-là, c'est qu'on a l'impression que la société marocaine est une société purement patriarcale. En fait, c'est pas vrai qu'elle est patriarcale. Il y a un modèle. Les femmes sont conscientes du fait que l'homme doit commander. Elles le laissent commander. Mais en fait, c'est elles qui arrivent à influencer les plus grandes décisions. Hadith Loussada, je ne sais pas si vous savez ce que c'est Hadith Loussada, le discours de l'oreiller. Et dans nos sociétés, on a l'impression que c'est l'homme qui commande. Mais je vous assure que les mères sont très très puissantes. Pensez à vos mères, pensez à vos grands-mères, qui font faire à leur mari ce qu'elles veulent jusqu'à la rupture avec sa propre mère à lui. Parfois. Et donc, le milieu professionnel était exclusivement masculin. Le milieu, l'espace de la rue, l'espace public était exclusivement masculin. Mais donc, après l'indépendance, on va avoir des mutations sociales très très rapides qui vont être dues surtout à la sortie des femmes hors des cloîtres. C'est-à-dire qu'après l'indépendance, les parents
ont compris que les filles doivent être scolarisées, ou en tout cas, il est facile de gagner de l'argent en envoyant leurs filles travailler. Et comme on a eu un exode rural très très important, dans les années 60, on était 75% de ruraux, aujourd'hui on est moins de 40%. Vous voyez? Donc il y a eu un exode très très rural qui a fait qu'on a exploité les filles dans le cadre du travail, dans l'agroalimentaire, comme petites bonnes, etc. C'est une situation désastreuse, mais qui a quand même permis aux femmes d'accéder au marché de l'emploi. Et l'influence sur la société marocaine est venue certes par ce modèle, mais elle est venue aussi par d'autres influences, à savoir celui d'abord de la télévision, et ensuite celle des chaînes satellitaires, puisque aujourd'hui, il n'y a pas un foyer marocain qui ne soit pas arrosé par les chaînes satellitaires. Même à la campagne, les zones les plus enclavées, qui n'ont pas d'électricité, vous trouverez des télévisions qui fonctionnent à la batterie. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'électrification du Maroc touche 94% des foyers. Vous voyez donc l'impact des chaînes satellitaires et les rêves des jeunes, qu'ils soient en ville ou à la campagne. Les rêves des femmes, en ville ou à la campagne, aujourd'hui, il n'y a plus de différence. Ce sont les mêmes rêves, les mêmes ambitions, les mêmes modèles, puisque de toute manière, ils reçoivent la même influence. Et donc, on va assister à une liberté, une émancipation de la femme de plus en plus importante, même quand elle est analphabète, même quand elle vit au fin fond de la campagne. Aujourd'hui, il y a un éveil. Et on entend les grands-mères, par exemple, dire à leur petite fille à la campagne, ne fais pas beaucoup d'enfants, ne fais que 2 enfants. Parce que faire beaucoup d'enfants est lié à la santé aujourd'hui. Vous entendez des vieilles femmes dire aux jeunes, ne fais pas beaucoup d'enfants, tu vas détruire ta santé, tu vas vieillir avant terme et ton mari te délaissera. Alors on est passé en l'espace de 3 décennies à la valeur de la femme qui était l'enfantement, à une valeur de la femme qui va devenir la jeunesse de son corps, l'entretien de son corps. Et le nombre d'enfants qui faisait la valeur d'une femme, aujourd'hui, devient une contre-valeur. Et très très rapidement, en l'espace seulement de 3 décennies. Alors, avec le travail hors du foyer, les femmes prennent de plus en plus de poids. Quand une femme travaille, c'est ce que ça va. Vous êtes d'accord? Quand une femme travaille, elle prend plus d'assurance dans son foyer. Et les hommes aujourd'hui sont perdus. Nos hommes modernes sont perdus face à ces femmes parce que l'éducation des filles ne correspond pas à l'éducation des garçons. Aujourd'hui, les mères continuent à éduquer leurs fils de façon traditionnelle. Mais elles les servent elles-mêmes. Un enfant n'a pas de responsabilité dans le foyer. Il ne participe pas aux travaux ménagers. Alors que les filles, même si la priorité c'est la scolarité, elles continuent à servir le garçon. Et on est en train aujourd'hui encore, de faire des garçons qui ne sont pas prédisposés à vivre avec des filles. Parce que les garçons, une fois adultes, ils veulent garder leurs privilèges, mais les jeunes filles aujourd'hui, elles ne savent pas toujours ce qu'elles veulent, mais elles savent ce qu'elles ne veulent pas. Même quand elles sont au fin fond de la campagne, même quand elles sont voilées, et qu'elles paraissent complètement conservatrices, ce qui n'est pas toujours réel. Et même ces filles-là, elles savent ce qu'elles ne veulent pas. Et ce qu'elles ne veulent pas, c'est ne pas vivre le même modèle que la mère a vécu avec le père. Vous voyez, il y a déjà une rupture dans ce modèle qui a toujours prévalu. Et les femmes, donc, sont aujourd'hui plus appréciées à travers le monde. Elles sont plus appréciées au travail. Elles sont, je suis désolée les hommes de dire ça, mais c'est une réalité. Elles sont plus appréciées, elles sont plus assidues au niveau de la scolarité. On les préfère au niveau de l'emploi parce qu'elles sont moins révoltées que les hommes, moins syndiquées. Souvent, elles ont plus de responsabilités, donc elles vont se soumettre plus pour garder leur poste. Et elles font beaucoup, beaucoup plus d'efforts pour s'imposer. Parce que quand on est dans une situation un petit peu inférieure, avilie, et qu'on sent qu'il y a une injustice, eh bien ça vous booste, ça vous motive. Et on est dans cette situation à travers le monde. Et plus les femmes vont se sentir compressées, plus elles vont fournir d'efforts. À tel point qu'aujourd'hui au Maroc, je donne quelques exemples, les facultés de médecine, par exemple au Maroc, sont en train d'être féminisées. Parce qu'il y a un concours d'entrée, les meilleures notes sont acquises par des femmes.
Et aujourd'hui, dans les facultés de médecine, il y a une spécialité, par exemple, qui est celle de la neurochirurgie, que les femmes ne choisissent pas, qui est en train d'être diminuée. Et il y a ce petit débat timide qui va dans le sens, est-ce qu'on doit imposer une discrimination positive? Quand on parle du taux d'analphabétisme, on parle de la population qui a 10 ans et plus. Souvent, les gens l'ignorent. Quand on dit un taux d'analphabétisme, dans quelques pays que ce soit, on parle de personnes qui ont 10 ans et plus. Au Maroc, le taux d'analphabétisme de 10 ans et plus est pour les hommes de 20% et pour les femmes de 38%. Mais ce qui est intéressant, c'est que les moins de 10 ans, l'entrée scolaire de septembre passé, on a eu 100% des filles qui ont été scolarisées. Bon, elles ne vont pas toutes terminer leurs études, il y a l'abondance scolaire, il y a l'échec, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Si 100% des parents ont inscrit leurs filles, c'est qu'on est en train d'aller vers vraiment la généralisation de l'enseignement. Pardon. Ce qui bloque un petit peu les femmes au niveau du marché du travail aussi, c'est qu'elles ne sont pas toujours qualifiées. Ces femmes qui ont plus de 10 ans ne sont pas toujours qualifiées pour occuper des postes de décision. Seuls 17% des femmes qui travaillent ont un certificat, enfin un diplôme universitaire. Aujourd'hui, seuls 17% des femmes qui travaillent ont un diplôme universitaire. Donc vous voyez, même le fait que les femmes n'arrivent pas à des postes de décision est aussi expliqué par le fait qu'il n'y a pas la masse. Mais cette masse est en train d'arriver et elle arrivera massivement dans les 5-6 prochaines années. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les femmes travaillent de plus en plus. Et dans une famille, quand les parents sont en difficulté, la fille va travailler plus facilement que le garçon. Le garçon, il se chiche. C'est des caprices. Hein, il veut choisir tel travail, il ne veut pas se réveiller trop tôt, il ne veut pas se salir. Les filles se sacrifient énormément pour les familles, pour les frères et sœurs. Et vous avez des familles, par exemple, où vous avez une fille qui ne va pas aller à l'école, qui va se sacrifier seulement pour scolariser un autre frère ou une autre sœur. Et donc, il y a un chiffre qui est intéressant, c'est qu'un foyer sur 5 au Maroc est soutenu financièrement, exclusivement par des femmes. Alors, quand les femmes travaillent, donc, c'est pour aider au foyer paternel, c'est pour aider au budget conjugal, hein, et c'est de cette manière-là, les femmes s'imposent. Et je ne vous apprends rien, quand vous ramenez de l'argent, vous prenez de la valeur. Et quand je dis c'est un foyer sur 5 qui est soutenu exclusivement par une femme, ça représente 5 millions de Marocains qui vivent exclusivement par le salaire des femmes. Sur une population de 34 millions, ça fait beaucoup. Vous voyez un petit peu cette avancée. Maintenant, au niveau de l'avancée des lois, le Maroc a fait de très très grands pas en avant. Et très très rapidement, dans un laps de temps vraiment très réduit. Ça ne se passe pas toujours de façon facile. Il y a les progressistes, il y a les contre-progressistes, hein, ça, vous le savez. Mais je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un roi qui tranche, et qui tranche en faveur de l'égalité et en faveur des droits de la femme. La réforme du Code de la famille en 2004 a été une décision qui a été prise par le roi, par Sa Majesté, bien sûr, après tout le travail de la société civile, des intellectuels, etc. Mais il y avait un contrepoids qui était celui des conservateurs. Quand nous faisions une marche à Rabat en faveur de la réforme du Code de la famille, il y avait une contre-marche à Casablanca, vous voyez, et il a fallu que Sa Majesté lui-même tranche dans cette question. Et c'est très important symboliquement. La société civile, les féministes, hommes et femmes, s'engagent, mais il faut toujours qu'il y ait, ou en tout cas, il est souhaitable, quand on n'arrive pas à avancer, on gagne beaucoup de temps lorsque Sa Majesté tranche. Et je vous donnerai quelques exemples. Ce qu'on a obtenu, c'est le Code de la famille, sa réforme, qui était vraiment très avant-gardiste. Je donne juste quelques exemples. Au niveau du Code de la famille, avant la réforme, une femme avait toujours besoin d'un tuteur pour se marier. C'est-à-dire, j'ai 80 ans, je voudrais me marier, il me faut mon père, mais bon, si j'ai 80 ans, il serait déjà parti. Ça doit être mon oncle, mon frère ou même mon fils. Il y a eu des femmes qui ont été mariées. Vous voyez la dégradation? Donc, il fallait un tuteur. Aujourd'hui, avec le nouveau Code de la famille, là, il n'y a plus l'obligation du tuteur, sauf si la fille le souhaite.
On a eu le code de la nationalité, tu en as parlé Rachida, une femme marocaine ne pouvait pas transmettre sa nationalité à ses enfants nés de pères non marocains et ça posait des problèmes, vraiment des drames, ne serait-ce par exemple qu'au Maroc, un non-marocain n'a pas le droit d'hériter les terrains agricoles ruraux. Et donc une femme pouvait avoir 100 hectares à la campagne, son fils est jordanien ou américain ou canadien. Si elle décède, son fils sans nationalité marocaine ne peut pas hériter de ces terrains. Bon, avec d'autres drames, mais en tout cas c'est acquis et c'est vraiment un très grand pas en avant. Nous avons eu une très grande réforme de la constitution marocaine après le printemps arabe. Nous avons eu donc la première fois dans la constitution au Maroc la notion de genre et de parité qui a été inclus dans la Constitution. Nous avons eu aussi le fait que le Maroc soit un pays arabe, mais aussi amazigh, c'est-à-dire berbère. Et nous avons eu quelque chose aussi qui était très importante, c'est que le Maroc est musulman, mais il est aussi juif. Et ça, c'est justice rendue à toutes, je ne dirais pas des minorités, mais à une identité marocaine qui a été reniée pendant des siècles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les métiers se sont ouverts aux femmes. Ça aussi, c'est très important. Aujourd'hui, il n'y a plus un métier qui n'est plus ouvert aux femmes. Le dernier baston, si vous voulez, c'était le métier de Adoul. Les Adoul, c'est des notaires, des sortes de notaires qui écrivent les actes, etc., mais aussi qui marient, qui établissent l'acte de mariage. Alors, il faut savoir, bon, les Marocains le savent, on est dans un mariage, c'est la fête, on est mixte, femmes, hommes, on est vraiment dans la modernité. Et à un moment, vous voyez les hommes partir vers un coin. Oui. Et les hommes vont dans un coin seul, les femmes sont complètement exclues, et ça va être là que l'acte de mariage va être rédigé, et on appelle seulement la mariée pour qu'elle donne son accord au pape. Et on s'est toujours senti isolé. Symboliquement, c'est très important. Aujourd'hui, on va avoir des femmes qui vont pouvoir écrire cet acte de mariage. Donc, l'écriture de l'acte de mariage va être mixte. Symboliquement, c'est très important. Alors bon, au début, il y a un choc, ce qui est tout à fait normal. Et je dis bien, permettez aux gens d'être choqués. Admettez que les gens conservateurs soient choqués. Respectez le fait qu'ils soient choqués. Vous voyez, ce qui est tout à fait normal. Mais avec le temps, l'onde de choc commence à diminuer et on accepte. Il n'y a pas longtemps, on n'avait pas de femmes qui étaient policiers. Alors quand on a vu les premières femmes policières, je ne vous dis pas les blagues, etc. Et puis après, ça y est, on accepte. Mais il faut avoir cette tolérance de se dire, mon référentiel n'est pas le référentiel de mes parents, de mes grands-parents, des gens qui n'ont pas eu le même parcours que moi, c'est le moindre de respect vis-à-vis de la dignité et des croyances des autres, qu'ils soient choqués, mais avec le temps, ils commencent à s'adapter. Alors là, on raconte une blague, par exemple, sur les femmes adoules, parce qu'il faut savoir que le Marocain est très fort dans l'autodérision et dans les blagues. On raconte qu'un homme a été se marier, donc il a été chez une femme adoule, et elle était tellement belle qu'il a fini par lui dire « moi je veux t'épouser toi ». Voilà, et il a laissé tomber sa femme. Vous voyez, c'est un petit peu cette autodérision qui permet de faire passer un petit peu le choc. Oui, et quand il y a eu des femmes policières, voilà les blagues qu'on a sorties. La blague qu'on a sortie, c'est que voilà, une femme, agent de police, a arrêté quelqu'un, voulait arrêter quelqu'un, et au lieu de siffler, elle a poussé des au lieu de pousser le sifflet. Vous voyez, c'est de l'autodérision qui n'est pas méchante, mais qui permet justement de faire passer ce choc. Aujourd'hui, il y a aussi un débat très très fort sur les libertés individuelles et la liberté de conscience. Le 4 et 5 mai au Maroc, il va y avoir un congrès, si vous voulez, au niveau maghrébin, qui a été initié par Nourdine Ayouch, qui est un agent de la société civile, pour justement essayer de remettre à la surface et puis essayer de sensibiliser à cette liberté individuelle, ce qui est quand même quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a 10 ans à peine. Aujourd'hui, il y a également une pétition qui circule sur l'égalité au niveau de l'héritage. Bon, c'est très long, je ne peux pas vous en parler. Un jour, si on a l'occasion, je pourrais vous entretenir de l'héritage et pourquoi il faut l'égalité. Mais dans l'héritage, il y a Tassib, je ne sais pas comment l'appeler en français. Selon Tassib, aucune femme ne peut hériter sans un homme. Vous voyez, aucune femme ne peut hériter sans qu'il y ait un homme qui hérite avec elle. Et Tassib n'est pas inclus dans le texte coranique. Il est venu dans le fiqh, dans l'exégèse. Et il y a une pétition, je vous invite vraiment à signer cette pétition et à la faire circuler
pour justement l'abrogation de ce tasib et pour qu'une femme soit capable d'hériter seule. Je vous donne un exemple très simple. Un couple qui a 2 filles ou 20 filles, c'est pareil. Si l'homme venait à décéder, l'épouse, la veuve et les orphelines ne peuvent pas hériter seules. Il faut qu'il y ait les frères du défunt. S'il n'a pas des frères, c'est son oncle. S'il n'a pas des oncles, c'est son cousin. S'il n'a pas de cousin, etc. Donc, voilà. C'était quelque chose qui était logique. Vous savez, quand l'islam est arrivé, la femme n'avait pas droit à l'héritage. L'islam a permis à la femme la moitié de la part de l'homme, mais avec des conditions. C'est l'homme qui pourvoit la femme. Vous voyez? Or, aujourd'hui, la femme se pourvoit elle-même. Et je ne vois pas pourquoi les femmes ici présentes aujourd'hui n'héritent pas seules. Oui. Mais bon, disons que le débat, ça va demander beaucoup de temps. Si vous êtes intéressé, vous voulez vraiment écouter mes arguments sur la question. Pardon? Oui, mais bon, ce n'est pas le thème aujourd'hui. Je reviendrai pour ça. Aïe, 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 je vous comprends. Je vous comprends. On peut en discuter. Et dans C'est pas juste, dans le livre C'est pas juste, vous avez tout un article là-dessus. Je vous invite à aller, mettez mon nom et mettez femmes et religion sur Internet. Mettez mon nom, mettez femmes et religion. Vous avez une vidéo. Allez à peu près à la 20e minute. Et là, vous allez entendre mes arguments. Mais il faut vraiment du temps pour en parler. Aujourd'hui, en termes d'avancement des lois aussi, aujourd'hui, la femme marocaine, c'est quelque chose qui va passer très prochainement. Une femme marocaine mariée à un non-marocain peut lui donner sa nationalité. Et ça, c'est très important. Parce que ce n'est pas seulement une histoire d'égalité. Il y a vous savez, par exemple, je suis marocaine, je suis mariée à un Chinois. Je ne sais pas pourquoi le Chinois. Bon, un Suédois ou un Canadien. Mon mari n'est jamais marocain. Par conséquent, tous les 6 mois, il doit aller pour renouveler sa carte de séjour. Vous voyez, il n'a aucun droit en tant que Marocain. Ça, je vous donne juste un inconvénient. Mais il y a un impact et des conséquences qui sont vraiment très, très, très embêtantes. Mais s'il est marocain, là, ça règle beaucoup de problèmes. Et ça, c'est quelque chose qui va passer incessamment. Voilà. Alors, donc, dans ce Maroc qui est en train de changer de manière très, très, très rapide et qui est en train de régler des problèmes qui n'ont été nulle part réglés à travers le monde, même en Occident, il y a beaucoup de contrastes. Et je vais vous parler des relations hommes-femmes avant le mariage. Avant le mariage, le célibat des hommes, c'est bikhir wa ala khair. Magnifique. Les hommes vivent leur célibat de façon extraordinaire. Parce que la valeur de l'homme, c'est sa virilité. Mais la valeur de la femme, de la jeune fille, c'est sa virginité. Alors, on va éduquer des hommes dans l'esprit qu'ils développent leur virilité dès l'adolescence. Un jeune homme doit avoir des relations sexuelles, la société l'encourage indirectement, la mère va donner de l'argent à son fils. Et quand on lui dit, elle te dit, ouais, moi je sais pourquoi je lui donne de l'argent. Il a besoin d'aller. En fait, il a besoin d'argent pour aller vers les prostituées, je suis désolée, mais c'est ça en fait. Hein. En fait, vous dites oui. Et si vous dites oui. En fait, c'est un petit peu ça. Et on est dans une société qui pousse vraiment les jeunes à avoir un exercice sexuel intense parce que c'est sa valeur. Et l'homme va se vanter de cet exercice sexuel. Mais les femmes, elles, sont tenues d'être livrées au mariage vierge. Et aujourd'hui encore, la majorité écrasante des hommes tiennent à la virginité de leurs épouses et surveillent les sœurs pour qu'elles se conservent vierges jusqu'au mariage. Alors, vous voyez un petit peu ce que ça peut poser comme contraste dans une société où l'âge moyen du mariage chez les femmes est de 27 ans. Chez les hommes, il est de 31 ans. Il était possible d'interdire les relations sexuelles quand on mariait les filles avant ou juste à l'adolescence et les hommes vers 17-18 ans. Mais aujourd'hui, à 30 ans, 34 ans, 40 ans, c'est difficile de rester vierge jusqu'au mariage. Et il y a aussi le paradoxe, c'est quoi? C'est qu'on veut que les hommes aient cette virilité qui la consolide, mais avec qui ils vont faire l'exercice sexuel si les filles doivent rester vierges? Vous voyez, donc il y a quelque chose qui ne va pas dans ce raisonnement. Oui, il y a les prostituées, mais oui. Et donc, voilà. Et moi, je dis, il faut qu'on se mette d'accord. On se dit, on est un pays musulman haram. Et là, il y a une égalité. Les relations sexuelles sont interdites en dehors du cadre du mariage, dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam. Et pour l'homme et pour la femme. Et les sanctions sont identiques.
Mais la tradition, la culture, on a décidé autrement. Et c'est ce que disent quand je dis aux hommes, ça je le disais hier, quand par exemple j'ai des jeunes qui me disent « Ouais, les filles marocaines, madame, elles sont plus chasses, vous vous rendez compte ? Elles ont des relations sexuelles. » Je dis « Waouh, haram !» Je dis « Ouais, chouma, ouais, tu as raison. Et toi, tu es vierge ?» Et là, c'est le choc. « Madame Rajil, je suis un homme. » Vous voyez un petit peu les paradoxes. Et alors, qu'est-ce que ça fait au niveau de la relation? Ça fait une crise de confiance. Un manque de confiance entre les deux. Parce que l'homme est embêté. Il a de plus en plus de relations sexuelles avec des filles parce que les filles se donnent à la sexualité. De plus en plus. Il n'y a pas de chiffres, mais de plus en plus, elles se donnent à la sexualité. Mais elles savent que le garçon peut aller s'en vanter. Elles savent qu'elle va sortir avec un garçon. Quand il voudra se marier, il va aller chez sa mère pour lui dire « une fille de bonne famille ». Vous voyez comment on peut vivre entre ces deux mondes. Il y a une ambivalence extraordinaire. Et donc, les filles ne font pas confiance aux garçons. Elles vont vous dire, il me dit je t'aime seulement pour me passer à la casserole. Et les garçons sont très embêtés. Alors, il s'ensuit quoi? Que la fille, dans sa sexualité, n'est pas épanouie. Qu'elle va se donner à moitié. Ou elle va se donner différemment. Vous avez compris? Ou alors elle va se donner et elle va chercher à se faire recoudre à la veille de son mariage. Parce qu'elle a peur de la société. Et aujourd'hui, les médecins se sucrent au niveau des certificats médicaux de virginité. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de certificats médicaux qui se font. Alors, dans un congrès de sexologie, dans le cadre de l'Association marocaine de sexologie, j'ai initié un débat sur ça. Est-ce que le médecin est tenu par le secret professionnel? Est-ce qu'un médecin a le droit de délivrer un certificat à un étranger sur le corps d'une femme? Voilà, ça commence à circuler. Et je dis que la déontologie de la médecine interdit justement cet effet. C'est de l'intimité. Or, quand une fille se présente chez le médecin, qu'est-ce qui se passe? Parfois, la belle-mère ou la belle-sœur, l'ambassadeur de la belle famille l'accompagne. Ça se passe comme ça. Et parfois, vous avez même des femmes qui veulent dire « je veux voir ». Et vous avez parfois même des personnes qui disent « là, wesh, vraiment vierge ou la mkhdouma chouïa » Vraiment vierge ou alors elle a été un petit peu travaillée. Et c'est une violence énorme. Je vais être vulgaire. Imaginez une femme qui s'apprête à se marier, qui va aller chez le médecin. Je vais être vulgaire. À qui on va écarter les jambes, qu'on va triturer. Les femmes me comprennent quand je dis ça. Vous savez, on vous touche dans le plus profond de votre intimité. Et moi, je dis ceci, est-ce que la valeur d'une société se situe vraiment dans une membrane? La valeur d'une femme est ailleurs. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Eh bien, il y a plus en plus de jeunes filles qui vous disent, moi, ma virginité n'est pas ma valeur, ma valeur est ailleurs. Si elle choisit de rester vierge jusqu'au mariage, je ne condamne pas. Mais ce que je condamne, c'est cette hypocrisie qui fait qu'on ne peut pas être soi-même et qu'on soit dans une société qui se dit très musulmane, mais qui applique la religion quand ça l'arrange et les traditions quand ça l'arrange. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte que les hommes sont déchaînés sexuellement. Et c'est ce qui explique cette drague intensive, le harcèlement, la drague dans nos rues. La drague, c'est un sport national. Et on va draguer seulement pour s'amuser. Moi, je me fais draguer par des jeunes. Je passe par exemple devant une petite bande d'adolescents. Alors au début c'est des compliments. Quand vous répondez pas, ça devient hard. Et après c'est le halka sharfa. Vous voyez, espèce de vieille. Et ça peut aller jusqu'à parfois l'attouchement, pour embêter les filles qui passent, etc. Et les Marocaines en ont marre de ne pas pouvoir bénéficier librement de l'espace public. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas longtemps, les femmes n'étaient pas dans la rue. Aujourd'hui, les femmes ont investi massivement l'espace public, mais dans le référentiel de ces jeunes qui ont été élevés avec les discours des aînés, chaque femme dans la rue est une proie potentielle. Et quand une femme se fait belle, elle ne peut se faire belle que pour attirer un homme. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça que d'un côté, les hommes enragés sexuellement, il faut bien qu'ils trouvent des proies, et d'un autre côté, il n'y a pas ce respect de la femme dans la rue. Bon, alors, il y a eu cette loi qui vient d'être promulguée il y a moins d'un mois
sur le harcèlement, qui pénalise le harcèlement sexuel dans l'espace public, etc. Donc on va voir comment l'application va être faite. Mais quel que soit le cas, la loi est là, c'est une plateforme. Et si quelqu'un, par exemple une jeune fille se fait harceler, elle peut dire à un jeune homme, écoute, tu me laisses tranquille, ou là, naït le police. J'ai appelé la police. Voilà, on est en train d'aller vers cette protection de la femme dans l'espace public parce qu'il y a une prise de conscience. Et parfois, on a l'impression que les femmes voilées ne se font pas, madame, voilée, vous avez un foulard, vous n'êtes pas voilée. On a l'impression que le foulard protège du harcèlement. Et ça ne protège pas. Parce qu'on l'a dit hier, il y a un langage pour les filles non voilées, il y a un langage de drague pour les filles voilées. Hein? Donc à la fille voilée, on va lui dire par exemple, Dieu me donne une fille comme toi pour me réveiller à la prière de l'aube. Ou Dieu me donne une comme toi pour que j'aille à la Mecque. Alors ça va être de la drague orientée religion. Vous voyez un petit peu. Mais on ne va pas la laisser tranquille. Et même quand une fille porte la burqa, mais carrément la burqa, on va la draguer. Vous voyez, donc ce n'est pas une histoire de corps dénudé, etc. Ce n'est pas le corps dénudé qui va attirer les autres. Et le problème, c'est qu'on ignore la limite qu'il y a entre la drague et le harcèlement. Et c'est ça, bon, la drague, écoutez, je pense que toutes les femmes, oui, aiment se faire un petit peu draguer, Bedra. Oui, ce serait triste. Ce serait triste de passer inaperçu. Oui, mais alors, il y a une limite. Hein. Au bout d'un moment, ça devient du harcèlement. Au bout d'un moment, ça devient du harcèlement. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est drôle, c'est que les filles commencent à draguer au Maroc. Alors qu'il n'y a pas longtemps, les femmes, le modèle parfait des femmes, la femme devait aller dans la rue, le regard chaste, les yeux baissés, et la femme ne devait pas parler dans la rue, ne devait pas élever sa voix, ne devait pas sourire. Aujourd'hui, on a des jeunes filles qui draguent dans la rue. Depuis 5 ou 6 ans, quand je parle à des hommes, quand je fais mes enquêtes sur la drague, depuis 5-6 ans, les hommes me disent « Ouais, madame, madame, c'est les filles qui se mettent à draguer. » Donc, voilà, j'ai été faire une enquête et je me suis rendu compte que c'est vrai, il y a des filles qui draguent. Alors, elles ne vont pas draguer quand elles sont seules. Pardon, je retire ce que j'ai dit. Elles vont draguer dans des cafés, dans des restaurants, dans des bars. C'est par le regard. Elles peuvent même demander au serveur de dire à tel homme « Tu es invité à venir t'asseoir avec tel ». J'ai des amis qui se sont mariés comme ça. C'est la femme qui a écrit son numéro de téléphone. Elle a demandé au serveur de l'amener à un jeune homme. Tout ça, c'est sain. Jusque-là, c'est vraiment sain. Parce qu'il faut bien qu'il y ait des contacts pour pouvoir se marier. Avant, c'était le hammam, c'était le khtaba, etc. Ben, le monde a changé aujourd'hui. C'est Internet et puis c'est le face-à-face. Et les filles, quant à elles, quand elles vont se mettre à draguer, c'est surtout à l'extérieur, dans la rue, quand elles sont en bande. Et alors, quand je pose la question « Pourquoi tu dragues ?», ben, ça va être « Écoute, moi je ne suis pas un objet, il m'a plu, je l'ai dragué, c'est normal. Moi je ne suis pas un objet à la disposition des hommes. » Vous voyez un petit peu la prise de conscience de sa propre autonomie. D'autres vont vous dire ben, « On drague pour embêter les hommes, pour qu'ils sachent qu'ils vivent ce qu'ils nous font vivre. »